Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois et discute pour la première fois avec un humoriste suisse. Je reçois Charles Nouveau. Comment ça va? Ça va, merci. Tu es fier d'être le premier humoriste suisse avec qui je parle? Ouais, le premier, probablement le meilleur. Le meilleur carrément, directement. Ouais, je suis content. Bah, moi aussi, je suis très content que un des Suisses m'ait répondu favorablement. Ah, mais voilà, là t'es en train de ternir toute la valeur de mon intervention. Parce que en fait t'as demandé aux autres, mais les autres ils ont pas répondu. Je suis le seul qui a répondu, c'est ça? Non, j'ai demandé à plusieurs avec le même espoir de réponse, mais toi tu as répondu, donc c'est chouette. C'est des mauvaises personnes. Je suis pas très au courant de la situation en Suisse, mais comment ça se passe niveau scène d'humour en ce moment? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça a repris? Comment ça se passe? Il y en a un tout petit peu. On a quand même joué un peu cet été. En mai, il y a eu quelques trucs. Moi, c'était assez étonnant parce que quand on a eu de nouveau l'autorisation de jouer, c'était début mi-mai. Et en l'espace de très peu de temps, il y a 2-3 choses qui se sont mis en place. Et j'ai rejoué tous les spectacles que je jouais avant en l'espace de très peu de temps. Donc c'était un espèce de retour à la normale entre guillemets, un peu condensé d'un seul coup comme ça. Mais bon, après, non seulement il y a la situation elle est ce qu'elle est, donc il y a des limitations dans les salles. Tu peux pas utiliser full capacity. Il y a des distances entre les groupes, etc. Et en plus de ça, bah c'est l'été. Donc c'est pas non plus la grande saison théâtrale, quoi. Mais est-ce que c'est masque obligatoire chez vous ou pas obligatoire? Dans la salle, non, je crois pas. Enfin non, non d'ailleurs. J'ai joué mon spectacle avant-hier et les gens n'avaient pas leur masque. Ils peuvent l'enlever une fois qu'ils sont à leur place, je crois. Ok. Nous, la réglementation est un peu particulière. Si c'est théâtre, c'est masque obligatoire. Si c'est café, c'est pas obligatoire. Donc les cafés-théâtres font comme si c'était un café et les gens font un peu comme ils veulent en fait. Ok. Tu m'as dit que t'avais un spectacle vendredi soir. Ça s'est bien passé pour toi? Ouais, c'était très cool. C'était une de mes premières vraies standing ovations. Ok. Félicitations. Donc ouais, donc plutôt bien. En plus, ça t'a permis de ne pas voir un moment assez difficile pour toi, si j'ai bien compris. Ouais, absolument, parce que je suis fan du FC Barcelone, en partie à cause enfin en partie non, complètement à cause de mes origines, puisque ma maman vient de Barcelone, elle habite là-bas, la moitié de mon arbre généalogique est sur place, et quand j'étais petit on m'a pas laissé le choix, on m'a dit c'est eux que t'aimes. Et ouais, je suis très très fan, et ça fait quelques années que je dis qu'ils sont vraiment dégueulasses, qu'il y a plein de trucs qui vont mal dans ce club, je suis de loin pas le seul à le dire, hein, mais du coup cette lourde défaite dont tout le monde a entendu parler, même les gens qui n'aiment pas le foot, à juste titre, j'ose espérer qu'elle va changer beaucoup de choses. Je voulais pas te rappeler de mauvais souvenirs en début de podcast, hein, mais... non, mais écoute, moi je le vis très bien, hein, parce que moi j'avais dit à mes potes, j'ai dit 5-2, Baléen. Et quand j'ai fini le spectacle, je l'ai mis sur une plateforme de streaming illégale, et il y avait 5-2, et j'étais en train de me dire putain je suis un génie, puis ensuite ça a été bien pire. Et ouais, tant mieux quoi. Tant mieux. Parce que quitte à perdre, autant que ça soit vraiment significatif et qu'ils puissent plus cacher à quel point ça va mal quoi. Il faut changer des choses. Donc tant mieux. Ben voilà, j'espère qu'on n'a pas perdu tous les non-fans de foot directement dès le début du podcast. Mais non, mais c'est intéressant le football, même quand on l'aime pas. Mais ouais, c'était plutôt sympa de jouer et de vivre une belle expérience scénique à la place de ça. Au final, je suis pas mécontent, mais au départ, j'ai dit au public, j'ai fait une remarque sur le fait qu'il y avait le match qui démarrait en même temps que mon spectacle, et j'ai dit un truc du style d'habitude les humoristes commencent en disant je suis super content d'être là, mais j'aimerais vraiment que vous et moi on ait un rapport de sincérité. Et Je préférerais être ailleurs. Ouais. Mais non, mais c'était cool. Au final, je suis vraiment content de ma soirée de vendredi. Bah oui, si tu me dis que tu as eu une standing ovation, je pense que c'est assez agréable. Mais mérité. Ah oui, pardon, agréable. Je voulais un peu savoir comment t'as vécu toi le confinement en tant qu'humoriste, le fait de devoir être un peu en pause comme ça, obligatoire. Est-ce que t'as vécu ça positivement ou c'était dur? Non, c'était dur. C'était dur parce que je sais pas, parce que je passais de jouer tous les jours, plusieurs fois par jour, même souvent, à zéro quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, psychologiquement, c'était plus facile, mais au début, c'était très compliqué. Après, je sais pas dans quelle mesure c'est pareil, mais moi, j'avais vu des trucs justement en parlant de foot, les joueurs qui ont des blessures ou les joueurs qui arrêtent leur carrière. Souvent, ils partent en dépression et tout parce que mine de rien, en fait, si ton corps il est habitué à avoir tant
d'activité physique tous les jours, tu sais, ça engendre des choses chimiquement, ça injecte de la dopamine dans ton cerveau à rythme régulier, etc. Et tout d'un coup, si tu l'as plus, c'est hyper bizarre comme déséquilibre. Et je devine que c'est un petit peu pareil quand t'arrêtes la scène tout d'un coup très abruptement, quoi. Parce que le fait est que c'est un travail et on prend ça sérieusement, et le fait est que c'est pas toujours agréable, mais la majorité du temps c'est quand même un grand kiff d'être sur scène. Et je pense, je connais pas exactement les détails, mais je pense qu'il se passe un peu des choses chimiquement à l'intérieur de toi quand t'es sur scène. Et ouais, quand tout d'un coup tu l'as plus, en tout cas psychologiquement c'était compliqué, ouais. Ouais, mais d'office, quand t'es sur scène, les applaudissements, les rires, enfin, ça libère de la dopamine d'office, je pense. Ouais. Le nombre de personnes qui, dans le podcast, ont déjà dit que la scène, c'était un peu comme une drogue. Une fois que tu y as goûté, t'en redemandes, quoi. Ouais, grave. Et aussi, quand t'es sur scène, c'est fatigant. Enfin, t'es vraiment en mode ultra concentré, ultra connecté au moment. Et c'est assez fatigant. On se rend pas toujours compte de ça. Ouais. C'est c'est vrai, mais même moi je m'en rendais pas trop compte parce que des fois je me rendais compte après certains spectacles où j'étais vraiment lessivé et je me disais mais c'est pas normal, quoi, Charles, tu bouges pas beaucoup, quoi. Je pense que ça te demande beaucoup physiquement. En fait c'est la concentration, ça draine, en fait, je pense. Moi, je compare ça à quand tu passes une soirée à parler dans une langue étrangère et que tu switches dans ta tête dans une autre langue. C'est vraiment une fatigue mentale, un peu comme ça. Que tu dois être ultra focus sur le moment pour tout bien comprendre. Ah ouais, peut-être. Je sais pas si t'as ça un peu. Non, parce que moi je parle énormément de langues, donc ça me parle pas trop ce que tu dis. Mais non, je plaisante. Si, je vois. En fait, ouais, l'effort intellectuel, il est usant, quoi, en termes de fatigue, c'est clair. Des fois, on le sous-estime. Ouais, c'est clair. Mais du coup, j'ai vu que pendant ce confinement, t'avais fait des vidéos, t'avais fait les news. Ouais, mais en fait, ça, c'est un truc que je veux faire en après-spectacle. Et j'avais fait le premier, j'étais très content du format. Au dernier spectacle qu'ils nous ont autorisé avant le confinement, malheureusement. Puis donc là, j'attends vivement la rentrée pour pouvoir reprendre comme ça. Parce que elles étaient sympas pendant le confinement dans ma chambre. Mais ouais, ça a plus de gueule visuellement quand c'est sur scène, quoi, quand même. Là, c'est vrai que j'avais vu la première sur scène. Enfin, c'est une qualité différente, quoi. Ouais. Mais t'as aussi fait des chroniques sur France Inter pendant le confinement. Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que c'était important pour toi de rester actif pendant cette période Ouais, je pense que je le voyais maintenant rétrospectivement. J'ai envie de dire que c'était important, mais je sais pas si ça l'était sur le moment. Je sais pas. Si, peut-être un peu. Je me rappelle plus trop comment je me sentais, mais oui, à mon avis, ça me démangeait, quoi. À mon avis, de faire des blagues. Mais ce qui était bizarre, c'est tu vois, que ce soit à travers les chroniques sur les réseaux sociaux ou sur France Inter, c'est que t'as pas enfin là en l'occurrence, en plus sur France Inter, c'était genre avec un host et puis personne d'autre dans le studio, tu vois, donc c'était vraiment des trucs où t'avais pas beaucoup de réactions en face, quoi. Ouais, c'est pas évident, ça. Puis ça c'est un peu irremplaçable. Mais de manière générale, les chroniques que tu fais sur France Inter, est-ce que tu aimes faire des chroniques à la radio? Ouais, moi j'adore la radio. J'adore la radio parce que je pense que maintenant, je l'aborderai un tout petit peu différemment parce que j'ai travaillé certaines choses scéniquement et qu'à mon avis je mettrai un petit peu en avant à la radio, un petit peu plus qu'avant à la radio aussi. Mais j'aime beaucoup la radio parce que déjà ça change. Moi j'aime bien faire des trucs un peu différents. La radio, contrairement à ce que je fais sur scène, ça implique souvent de faire entre guillemets du commentaire d'actualité. Et ouais, le fait que c'est un format court, en général c'est aux alentours de 3 minutes et j'adore ça. Puis moi j'ai commencé la radio à Couleur 3 en Suisse, qui est une des radios du service public, qui est un peu l'équivalent si je dis pas de bêtises, de Pure FM chez vous, c'est-à-dire que c'est service public mais un peu orienté jeune. C'est bien ça, ouais. Et qui est un peu une radio culte en Suisse. Et puis, mais là, on avait fait des trucs incroyables. On avait fait des PAD, tu sais, c'est-à-dire prêt à diffuser, des trucs qui sont préenregistrés et sur lesquels il y a des effets sonores, etc. Commencé au début, on avait Marina Rollman, elle avait une chronique et on l'écrivait les deux ensemble. Enfin, on écrivait en gros une chronique sur deux, l'un et l'autre, qui s'appelait Le Courrier des lecteurs, où elle jouait le docteur Simon Schmidt. En gros, elle jouait une espèce de vieille dame dont l'âge était indéterminé, qui était
était un peu obsédée sexuelle et puis experte en tout, Okay. et qui était comme très bourgeoise et tout, et qui parlait à l'animateur et qui était hyper condescendante et rabaissante envers l'animateur. Et elle lisait le courrier on appelait ça le courrier des lecteurs, alors que ça n'a aucun sens, puis c'était à la radio. Et c'était des lettres qu'on écrivait nous-mêmes en fait. Et à chaque fois c'était des problèmes complètement invraisemblables que des gens envoyait, puis elle répondait. Et après on avait un autre truc que j'avais lancé qui s'appelait les conseils de sécurité. On en a fait d'autres ponctuellement, mais ça c'est les deux qu'on a fait le plus. C'était le courrier des lecteurs et les conseils de sécurité de Couleur 3, qui était très marrant aussi. C'était où là on avait nos deux voix dedans, et c'était deux personnages, c'était Fabien et Fabienne. Genre bonjour Fabien, salut Fabienne. On parlait comme ça, genre hyper vite avec plein de sons, et puis c'était des mecs qui te donnaient des conseils de sécurité pour chez toi dans des situations complètement invraisemblables. C'était des trucs du style admettons, votre belle famille vient dîner, mais où sont les cuillères à vichysoise? Allons regarder dans la cuisine. Là vous ouvrez la commode et paf, un cobra. Que faire? Et tu vois, c'est que des trucs comme ça, tu vois. J'espère que c'est encore disponible, que je puisse aller voir ça. Ouais. D'ailleurs, faudrait que je les mette en ligne quelque part. C'était vraiment hyper sympa les conseils de sécurité. Et ouais, voilà, de pouvoir faire des trucs un peu différents. Maintenant, j'ai tendance à regretter que la radio, ce soit que du live avec un humoriste qui fait un papier, tu vois, et qui regarde ses notes. Alors, je fais une parenthèse pour les gens qui critiquent sous les vidéos et qui disent ouais, mais il regarde ses notes et tout, il peut pas apprendre son texte. Bah non, connard, parce que faut en écrire un par jour ou un par... Enfin, on a 1000 trucs à apprendre, donc non. Si c'est un truc que t'as écrit la veille ou le jour même, t'as pas le temps de l'apprendre. Oui, et en plus, si c'est une chronique de temps en temps, limite, tu peux l'apprendre vraiment par cœur, mais quand c'est une chronique par jour ou même une chronique par semaine, c'est un travail énorme. Enfin, les gens se rendent pas compte de ce que c'est. Tu peux pas. Et puis en plus de ça, la radio, justement, de base, elle est pas filmée, tu vois. C'est pas un média qui est fait pour ça. Et moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans la radio, c'est qu'il y a un rapport, un mot un peu cliché, mais et c'est pas exactement celui que j'ai envie d'employer, mais faute de mieux, d'intimité, de proximité, tu vois, avec le public qui est un peu différent des autres plateformes. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le podcast, quoi, parce que c'est un niveau d'attention qui est pas pareil. Ouais, on en a parlé avec Adib dans le podcast, mais le fait de faire un podcast, c'est à toute la partie où on juge sur le physique ou sur les vêtements, sur tout ce qui est visuel et pas là. Donc tu te concentres juste sur ce qui est dit, et moi j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'aime les podcasts audio longs, où on peut vraiment se concentrer sur ce que la personne dit et se laisser porter, et comme tu dis, dans une certaine intimité avec la personne, quoi. Ouais, c'est vraiment cool. J'adore. Donc félicitations d'avoir fait l'effort d'en avoir un. Ça va, merci beaucoup. C'est pas un si gros effort que ça. Franchement, je conseille aux gens de le faire. Ça demande très peu de moyens et c'est assez simple parce que je suis pas très bon en tout ce qui est informatique et tout ça. Donc je conseille aux gens, si vous avez envie de le faire, franchement, faites-le. Bah écoute, moi je suis en train d'en préparer un là. Ok. Tu voudrais faire quoi? Si je peux avoir l'exclusivité de ça. Non, je vais pas trop teaser pour l'instant. Je dis juste que c'est avec un ou une autre humoriste à Paris. Ok, cool. Avec un concept un peu rigolo. Ah bah j'ai hâte de découvrir ça. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'on peut savoir l'humoriste? Non, je préfère pas parce que on n'a pas complètement confirmé. Ça va, j'aurais essayé. Mais c'est quelqu'un de drôle. C'est mieux. c'est souhaitable, effectivement. Et je voulais savoir un petit peu comment tu étais comme chroniqueur. Est-ce que tu es du genre à avoir le texte prévu une semaine à l'avance et à le peaufiner au fur et à mesure, ou à arriver un petit peu en dernière minute avec quelque chose Ça varie beaucoup. En général, c'est vrai que j'écris la veille, mais ça dépend quand est-ce que je sais que je vais avoir la chronique, tu vois, parce que moi, dans mon calendrier, ça varie tout le temps. On m'appelle à différents moments, mais en général, je l'écris la veille. Ouais. En plus, sur France Inter, de temps en temps, je suis appelé ponctuellement, mais j'ai fait beaucoup des phases où genre je suis là 1 ou 2 semaines et puis ils me mettent tous les jours. Donc là, t'as pas trop le choix, quoi. Mais sinon, si je sais que je vais avoir des chroniques à l'avance et que j'ai des trucs qui me viennent, je les note, je les mets de côté, si tu veux. Dans un truc un peu, un espèce de ramassis de punchline ou d'idées. Et après, je pioche dedans quand je sais que c'est le moment de mettre les choses en place. Comme on parle un petit peu d'écriture, je voulais savoir, est-ce que tu écris vraiment au mot à mot, ou alors tu écris plus des idées, tu vois, des bullet points où tu vas avoir des sujets et après t'es lancé, ou tu veux vraiment au mot à mot, à la virgule près? Non, c'est plutôt mot à mot, mais surtout pour la radio, parce qu'au final, je le lis. Tu
tu vois. Et pour la scène, ouais, même si après, le fait est que sur scène, la réalité du moment fait que le réapproprie un peu sur le moment et tu le dis un peu différemment. Je crois que Louis C.K. il fait comme ça. Il a l'idée, il sait ce que c'est la punchline, il sait comment ça démarre, il connaît les éléments qu'il est obligé d'inclure et il sait où il doit arriver. Et après, c'est un peu au feeling. Je crois que je l'avais entendu dire ça une fois. Mais ouais, une fois que tu connais tes vannes et que tu les as faites suffisamment souvent, je pense que tu sais aussi sur lesquelles il y a un enjeu de... Celle-là, techniquement, faut vraiment la dire exactement comme ça parce que tu sais que c'est la version optimale. Puis d'autres où ça peut fonctionner de différentes manières, je pense. Il y en a qui fonctionnent plus avec juste des idées et qui partent un petit peu... sur le sujet, il y en a d'autres qui préfèrent écrire tout vraiment à la ligne près. Moi, j'écris vraiment tout, un petit peu trop même. J'ai du mal à quitter mon texte, mais c'est peut-être parce que je suis au début aussi, donc ça me rassure de rester à mon texte. Ouais, bah moi je t'avoue que plus j'avance, plus je suis à l'aise avec c'est genre avoir juste des notes quand tu t'essayes des nouveaux trucs et puis il y a juste marqué j'en sais rien rayon charcuterie. Ah oui, c'est vrai. Et puis tu te balades un peu dans l'idée pendant que t'es sur scène. C'est aussi un moyen, surtout quand t'essayes de nouvelles choses, de découvrir du drôle là où tu t'y attendais pas. Le fait de les faire un peu comme ça, je sais pas comment décrire ça, mais librement, entre guillemets, quand t'es sur scène. Des fois, tu dis la blague d'une manière à laquelle tu t'attendais pas, et puis t'as des rires qui te surprennent, et tu fais « Ah ok, ça c'est intéressant, je vais explorer cette manière de faire. » Un peu comme une impro guidée en soi. Ouais, un petit peu, ouais. Alors après, j'entendais quand tu parlais avec Adib et notamment Virginie, parce que c'est les deux podcasts que j'ai écoutés parmi ceux que t'as fait. Moi, je suis pas improvisateur, j'ai pas tous les codes vis-à-vis de ça. Mais ouais, je pense qu'on peut appeler ça un peu une impro guidée. Après, par contre, avec, je suis pas improvisateur, mais avec Alexandre Kominek, on a, je sais pas si tu vois qui c'est un humoriste. Oui, je vois bien. Très marrant. On a un spectacle qui s'appelle 50-50, qui est un peu particulier, où en fait, en gros, c'est Alexandre et moi, 1h30 sur scène, les deux en même temps, et on n'a rien préparé. Ok. Et c'est juste, nous, on demande aux gens, vous voulez qu'on parle de quoi? Et on parle avec le public et on réfléchit à voix haute, et puis c'est un genre de... Mais c'est pas de l'impro, après on peut en parler, parce que y a pas le... Et là, ça va sonner très caricatural et je m'excuse pour tous les improvisateurs qui nous écoutent, mais il n'y a pas de bonjour, j'aimerais acheter des courgettes. Ah, mais c'est pas possible parce que je suis un oiseau. Tu vois, je sais pas, mais il n'y a pas du jeu, c'est pas de l'improvisation dans le jeu, mais c'est plus les gens nous lancent sur, j'en sais rien, sur un fait d'actualité, sur nos vacances, sur une soirée, sur n'importe quoi, et puis nous on parle avec eux, puis il y a des punchlines qui viennent au fur et à mesure, tu vois. Waouh, bah c'est très fort parce que ouais, du stand-up improvisé quand même, c'est chaud. Ouais, bon après je dirais que c'est du 75-80% improvisé. Je dis 75, big up la Belgique, on dit pareil, nous aussi. Yes. Mais ouais, parce que je dis que c'est à 80% improvisé parce que évidemment si je suis en train de parler à une nana dans le public et qu'elle me dit que je dis n'importe quoi, qu'elle est avocate et que je sais que Kominek il a deux très bonnes vannes sur les avocats, je lui fais la passe pour qu'il place son truc, tu vois. Ouais, tu connais vraiment bien le matériel qu'il a en fait. Ouais, voilà. Si c'est pertinent à ce moment-là. Nous, on adore vraiment cette soirée et puis on a de la chance parce qu'on a créé un public pour, et puis je pense que ce que les gens aiment et ce qu'on aime nous aussi, c'est que c'est jamais le même spectacle, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui y reviennent et qui nous sont fort heureusement fidèles. Et sincèrement, j'ai eu la chance dans ma petite et humble carrière pour l'instant d'avoir fait des trucs assez cool. On m'a donné des opportunités assez cool en humour et tout, mais c'est un des trucs dont je suis le plus fier vraiment, c'est ce spectacle-là, parce que on a vraiment démarré ça au début, c'était juste un 30-30, tu vois, parce qu'il y avait pas trop de choses qui existaient en Suisse, et c'était pour qu'on puisse jouer un peu plus, qu'on avait créé cette soirée, et puis petit à petit c'est devenu cette forme un peu étrange, et c'était devenu une grosse soirée à Genève, quoi. On était vraiment blindés à chaque fois, à tel point qu'il y avait pas assez de place pour tous les gens qui voulaient venir. Il y a des gens qui se mettaient dans les escaliers, qui ne nous voyaient pas, il y a des gens qui écoutaient le spectacle, donc c'était vraiment vraiment cool, et je me réjouis de pouvoir en faire d'autres. C'est vraiment sympa. À fond, ça a l'air génial. J'espère que vous passerez le faire en Belgique une fois, ça pourrait être cool. Ouais, ce serait cool, au Kings.
Pourquoi pas? En plus, il nous aime bien, Alex et moi, donc peut-être qu'il faudrait qu'on le propose, un de ces quatre, ouais, ce serait sympa. Oui, faites-le. Ça a l'air vraiment cool comme concept. En plus, ça doit te permettre d'acquérir une aisance sur scène impressionnante, puisque quand tu es sur scène, tu sais que tu peux rebondir sur quelque chose et partir sur un peu tout, quoi. Je pense qu'on a beaucoup progressé en impro grâce à ça. Parce que moi, j'ai fait de l'impro pendant longtemps et ce que tu me dis là, je m'en sens complètement incapable, quoi. Je pense que c'est très différent de. Encore une fois, je suis pas improvisateur, donc je connais pas je sais pas vraiment techniquement comment tu le fais et tout, mais à mon avis, c'est un peu différent. Et c'est peut-être dans une certaine mesure. Je sais pas si les gens sont plus ou moins indulgents en fait, mais en tout cas, c'est différent parce que c'est toi qui leur parle. Tu vois, t'es pas en train de jouer, on joue pas quelque chose, c'est du stand-up. Enfin, ponctuellement, tu fais des act-out, forcément. Et en fait, de plus en plus, il y a des petites impros qui s'installent, où tout d'un coup, il y en a un qui commence un act-out, et l'autre le rejoint dedans, et ça devient deux personnages qui jouent l'un avec l'autre. Mais la dernière fois, d'ailleurs, la dernière qu'on a faite, c'était en juin, et on a eu un moment comme ça où on a commencé à faire deux personnages et ça marchait super bien, et je m'en suis voulu parce que je suis sorti trop tôt du truc, puis on en a parlé après, et il m'a dit putain, mais t'aurais dû continuer, c'était trop bien. Et c'est peut-être parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ça et que j'assumais pas complètement, mais c'était assez cool, donc je me réjouis qu'on puisse faire un peu plus de ça quand même. Mais ouais, le public est plus indulgent en impro que en stand-up, ça c'est clair, parce que en stand-up t'as tout le côté préparation, les gens se disent il a préparé ça, il a bossé ça, donc maintenant fais-nous rire, alors qu'en impro les gens se disent c'était pas ouf, mais en même temps ils avaient rien préparé, quoi, c'est impressionnant. Toujours ce côté-là qui t'aide un peu au niveau des gens, et ils savent que tu vas enchaîner avec autre chose après, donc c'est vite oublié en fait. Ouais, mais du coup pour nous, dans ce truc un peu hybride, je sais pas. Oui, je pense qu'il y a un peu d'indulgence parce qu'ils savent que c'est pas préparé, et puis surtout on les responsabilise un petit peu aussi, le public. Enfin, ceux qui viennent souvent, ils savent. Tout d'un coup, ça traîne un petit peu. T'as quelqu'un qui fait les vacances, tu vois. Genre il y a quelqu'un qui nous relance sur autre chose, tu vois. C'est assez chouette, vraiment. Franchement, si j'ai l'occasion de voir ça me tente bien. Eh ben écoute, tu seras invité. Je prends l'invitation avec plaisir. Dans le podcast, comme t'as écouté des épisodes, tu sais, j'aime remonter le temps et revenir quand tu étais petit. Comment tu étais quand tu étais petit? Est-ce que tu étais déjà un petit comique ou pas trop? Ouais, je pense que oui, et en même temps un peu non. Je vais t'expliquer une anecdote qui est un peu drôle. Vas-y. La toute première fois que je suis monté sur scène, c'était en Suisse, à Fribourg. C'est bien passé, fort heureusement. C'était filmé, et j'étais fier, tu vois, d'avoir fait ce truc un peu différent, qui fait un peu peur, un peu cool et tout. Et j'ai voulu le montrer à mon père. Et mon père, il a pas ri une fois. J'ai regardé mon père me regarder pendant 7 minutes, c'est horrible, ne faites jamais ça. Et puis il m'a regardé, il m'a dit mais Charles, je comprends pas. Il a commencé à me dire, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont drôles. et ouais, vraiment incroyable, tellement peu de tact. Moi j'étais en train d'halluciner, tu vois, qui sont en train de me dire ça. Et puis il réfléchit comme ça 2 secondes, et puis un de mes frères s'appelle Eric, et il tape sur la table comme ça, il fait Eric, il est marrant, par exemple. Et j'étais en train d'halluciner. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, mon frère Eric, c'était un peu le clown de la famille. Il nous faisait vraiment beaucoup, beaucoup rire. J'étais très, très fan de lui quand j'étais petit. Et moi, j'étais peut-être moins extravagant, mais j'étais très, je pense, auto-centré et très, j'adorais monopoliser le temps de parole et essayer d'accaparer l'attention de tout le monde. Il y a pas longtemps, j'avais pioché pour faire un truc pour le mariage d'Eric, justement, des vieilles vidéos de nous, des vieilles VHS de quand on était petit. Et j'ai revu des images de moi et je me suis trouvé insupportable. Parce que c'est vraiment... j'ai un petit frère qui a 1 an de moins que moi. Et j'ai 2 grands frères qui sont beaucoup plus âgés, qui ont 10 et 14 ans de plus que moi. Et il y avait vraiment le truc de tout le temps essayer de solliciter l'attention des plus grands, et quand mon petit frère essayait de faire pareil, vraiment de m'imposer pour faire non, ferme ta gueule, c'est moi, tu vois. Donc ouais, j'étais assez horrible, je pense. Puis après, en grandissant un petit peu plus je pense que vous appelez le secondaire ou collège lycée en France, ouais, j'étais un peu un des gars marrants dans mes différents groupes d'amis. J'aimais beaucoup rire. Je pense qu'aujourd'hui encore c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde, quoi. Et donc beaucoup consommer de la comédie, des films, du stand-up, des choses comme ça. Puis assez jeune. Et puis ouais, à partir de l'adolescence, j'aimais bien générer du rire aussi. Est-ce que maintenant tu fais rire ton père ou toujours pas? Ouais, je fais rire mon père, mais il rit pas
à tous les... Par exemple, mon père, il aime beaucoup... Les trucs qu'il préfère de moi, c'est justement quand je fais des trucs sur l'actualité ou que quand je fais des analyses un peu politiques ou sociétales, des trucs comme ça, c'est ce qu'il trouve le mieux. Ça le fait un peu plus rire que des anecdotes sexuelles ou des trucs dans le genre. Puis aussi, je pense que maintenant que je suis adulte, en tout cas sur le plan juridique, on se comprend un peu mieux et puis donc je le comprends un peu mieux et on se moque un petit peu plus volontiers l'un de l'autre. Ouais, on rigole bien avec mon père, même s'il a un humour un peu particulier. Ok, parce que la première expérience devait être dure de se remettre après ça et de lui remontrer quelque chose après, je pense. Ouais, mais après, en même temps, je pense que... Non, mais après, il est venu me voir plusieurs fois et je pense que l'appréhension et dans une certaine mesure, le rejet qu'il a fait dans un premier temps, pendant une certaine période de tout ça, c'était dû au fait que bah, c'est mon papa, tu vois. Et puis que je pense que quand t'es père et que tu souhaites le meilleur pour tes enfants et que en parallèle, tu leur as par ailleurs payé des études... Quand ils te disent, mais en fait, je vais être saltimbanque, ils te disent, non, calme-toi, genre, arrête tes conneries. Mais après, au bout d'un moment, bah, le fait est que c'est devenu viable et c'est devenu une vraie carrière, donc maintenant, ils respectent ça. Et tu me disais que tu as commencé à consommer pas mal d'humour à l'adolescence, tout ça. Qu'est-ce que tu regardais en fait? Bah déjà, moi quand j'étais ado, c'était les débuts du streaming sur Internet. Je surveillais les sorties cinéma, puis je regardais toutes les comédies qui sortaient, les trucs américains, et puis les séries. Et puis ouais, avec le début de YouTube et du streaming, il commençait à y avoir des trucs que tu pouvais trouver sur Internet. Et puis les premiers humoristes que je regardais, je crois que mes frères, ils avaient des cassettes d'Eddie Murphy. Donc il y avait Eddie Murphy, et puis dans les premiers que j'avais trouvé sur Internet qui me fascinaient, c'était Dave Chappelle, Louis C.K., aussi les trucs au milieu des années 2000, plus lesquels c'est, si c'était Hilarious ou... Maintenant j'ai plus en tête les dates par rapport à Louis C.K., mais j'avais vu tous les trucs de George Carlin à ce moment-là quand j'ai découvert ce mec, je le trouvais fascinant. Et je me rappelle que j'étais trop dégoûté parce que je crois qu'il est mort très peu de temps après que j'ai commencé à le suivre. Il y avait et un qui était absolument énorme à ce moment-là, dont on parle plus trop aujourd'hui, c'était Dane Cook. J'avais regardé tous les trucs de Dane Cook, qui était une méga star aux États-Unis à ce moment-là, et qui me faisait beaucoup rire à ce moment-là, ouais. C'est un peu ces mecs-là avec qui j'ai commencé, puis voilà, puis après il y en a eu de plus en plus. Ok, et quand tu regardais ça, tu te disais il faut que je fasse pareil ou juste ah c'est cool, ça me fait rire? Non, je sais pas, c'est juste que j'aimais ça, j'aimais beaucoup ça, mais je m'imaginais pas être humoriste, parce que je sais pas, je trouve c'était un peu abstrait quoi, ça avait l'air lointain, c'était dans des endroits où j'étais géographiquement pas, donc j'imaginais pas pouvoir faire ça. Après moi, il se trouve que bon, je finis le lycée en France parce que j'allais à l'école j'habitais en Suisse mais j'allais à l'école en France juste de l'autre côté de la douane. Je passe le bac et puis je me suis inscrit à plusieurs trucs. Moi, je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune, puis j'étais relativement doué. Et donc je pensais que je voulais faire ça. Donc un des trucs où je me suis inscrit, c'était aux Beaux-Arts. Et j'avais été... Enfin après, quand j'ai commencé, ça s'appelait plus les Beaux-Arts, mais en école d'art, quoi, à Genève. Et puis j'avais été pris. Et finalement, j'avais pas trop aimé mon entretien. Je trouvais que c'était un peu le festival du bullshit. Et en plus de ça, ça me faisait un peu peur aussi, tu vois, l'idée d'aller là-dedans dans un... Enfin, l'art, quoi, c'était un peu incertain comme perspective, donc j'ai fait un truc beaucoup plus conventionnel, j'ai étudié les relations internationales à Genève, je savais pas trop ce que je voulais faire, et puis après j'ai voulu me réconcilier un petit peu avec ma créativité, puis j'ai trouvé un peu un espèce de compromis, et je suis allé faire un master en publicité, publicité et design en Angleterre. Et là, ce que j'aimais bien, c'est que donc je suis devenu créa dans la pub. Ce que j'aimais beaucoup, tu vois, par exemple le dessin, je continuais un petit peu à ce moment-là, mais très souvent j'avais des idées de dessin, de strip, de BD, tu vois, de trucs comme ça, et puis je les notais. J'étais putain ça c'est drôle. Et je les notais et après je les dessinais pas parce que ça me cassait les couilles, j'avais la flemme. Mais donc j'avais des carnets entiers avec des idées de trucs. Et en fait, après, quand j'ai commencé dans la pub, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est générer des idées. Cette partie-là m'amuse plus que l'exécution, tu vois, de devoir le dessiner.
C'était drôle parce que on s'est remémoré ça quelques années après. Pendant le master, j'ai commencé à travailler avec un mec qui lui était là, un Italien. Et on est devenu binôme. T'es souvent en publicité, les créatifs, ils travaillent par pair. Et je me rappelle qu'une fois, pour un exercice, je me plaignais parce que lui, son rêve, c'était d'être réalisateur. En publicité, quand tu crées une campagne, quand tu crées un concept, enfin maintenant je sais plus trop comment ça se passe, mais je devine que oui, c'est en général on te demande de faire des trucs un peu 360, c'est-à-dire que ça fonctionne, c'est déclinable sur différents formats, tu vois, c'est déclinable sur papier, c'est déclinable en vidéo, c'est déclinable sur internet, etc., etc. Et moi je me rappelle qu'une fois je lui ai reproché, je lui ai dit mec, mais toi toutes tes idées c'est des films, et lui il m'a répondu ouais mais toi toutes tes idées c'est des blagues, et c'est drôle qu'après il soit passé ce qui s'est passé. Mais déjà à l'époque, lui, il me poussait un petit peu. Il me disait, mais tu devrais faire du stand-up. Et puis un jour, j'ai découvert que ça existait en Suisse et je suis allé voir. Et j'ai vu sur scène Thomas Wiesel, Marina Rollman et Alexandre Kominek. Et en les voyant, je me suis dit, ouais, ça a l'air facile. Non, je déconne, mais je me suis dit ok, j'ai vraiment envie d'essayer, et je me suis inscrit pour la fois d'après, et qui était cette fameuse fois à Fribourg, qui a pas trop fait marrer mon père a posteriori. Et voilà, ça a démarré comme ça. Mais niveau du public, ça s'est bien passé pour toi? Ouais, ça s'est très bien passé. Bah, elle existe quelque part cette vidéo, faudrait que je la retrouve pour revoir. C'est aussi pour ça que j'étais suffisamment fier pour pouvoir le montrer à mon père, tu vois, c'est que ça s'était bien passé. Et c'est aussi ce qui fait que j'ai continué, parce que peut-être que j'aurais pas continué autrement. Je me rappelle que je m'étais inscrit 2 soirs de suite en ayant ça en tête, parce que je me suis dit, à mon avis, si tu le fais qu'une fois et que ça se passe pas bien, tu le referas jamais. Donc j'avais un peu envie de mettre toutes les chances de mon côté et de me dire non, je m'inscris 2 fois, comme ça je suis obligé, tu vois, quoi qu'il arrive, de refaire. Le soir de la première fois, on nous a dit ouais, il y a trop de monde demain et tout, tu fais pas demain. Et fort heureusement, ça s'est bien passé. Et le lendemain, je suis quand même allé à l'autre scène, et il y avait certains des mecs qui étaient là à celle de la veille, et puis et ils m'ont dit ah mais tu veux jouer, il y a moyen et tout. Et dans ma tête, je me rappelle que j'étais mort de trouille la première fois et que mon cœur battait à 1000 à l'heure et tout, mais j'étais tellement deadpan sur scène que ça se voyait pas, tu vois. Ok, ouais. Et après, dans ma tête, j'avais vraiment, après la première scène, je me disais, ouais, c'est bon, je l'ai fait, tu vois. Donc maintenant, ça fait plus peur, parce que je l'ai fait, et maintenant, j'aurais plus cette peur. Et quand je suis allé à la deuxième scène en tant que spectateur, et le mec, il me fait, ouais, tu veux monter? Et j'ai fait, ouais, vas-y, cool. Et au moment où il me dit, ouais, je vais aller demander si tu peux monter, et là, je sens de nouveau mon cœur qui tarrr, et je fais, ah non, en fait, ça s'arrête pas tout de suite, ok. Est-ce que maintenant ça s'est arrêté? Non, pas comme ça, mais je pense qu'on l'a tous encore un petit peu, tu sais, ça fait Oh oui. t'as toujours un peu un truc de t'as envie de bien faire, et puis c'est pas anodin d'aller te mettre entre guillemets à poil devant un public. Et je pense que tous les humoristes, quand tu leur demandes, que ce soit Gad Elmaleh ou je sais pas quoi, tu sais, ça te fait un petit quelque chose quoi quand tu montes sur scène, mais c'est bizarre parce que tu le fais tous les jours. Donc c'est pas non plus je sais pas, c'est aller au boulot quoi. C'est comme un mini stress, mais avec lequel t'es familier parce que tu le fais tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc oui et non. Je sais pas très bien comment te répondre optimalement, mais Non, mais c'est clair, il y a toujours un petit stress, mais tu as réussi à t'y habituer, quoi. enfin c'est-à-dire que je sais même pas si je trouve ça stressant, mais enfin c'est pas le même état psychologique que quand t'es pas sur scène, c'est clair. Et puis je pense que c'est plus un truc de début aussi, parce qu'après une fois que t'es dedans, t'es dedans. Puis moi je joue pas trop sur scène quoi, je suis très en général, dans les rares articles qui m'ont été consacrés, ce qui est souligné, c'est ce côté un peu naturel. Et effectivement, parce que j'essaye pas d'être autre chose que ce que je suis dans la vie normale. Et est-ce que t'es passé rapidement à humoriste temps plein, ou ça a pris du temps, c'était difficile, pour savoir un peu, pour quitter la publicité, tout ça, comment c'était pour toi? Je crois qu'au début je travaillais encore en pub, et puis Marina Rollman m'a recommandé dans l'émission de radio où elle travaillait sur la première en Suisse, où étaient déjà Wiesel et Kominek notamment, Nathanaël Rocha et puis d'autres gens. Ça s'appelait L'Agence, qui a été arrêté par la suite. Et ouais, petit à petit il y avait des trucs en radio et tout qui ont fait que je pouvais lâcher un peu la pub. Mais après en parallèle en fait pendant un moment j'étais commentateur de foot à la télé, parce que c'est aussi un peu rigolo, la première scène à Fribourg là,
Comme j'avais eu pas mal d'expériences diverses dans le football, enfin indépendamment de jouer depuis que j'étais tout petit, j'avais coaché, j'ai été entraîneur pendant plusieurs années et puis après j'ai brièvement travaillé à l'UEFA. Et du coup j'avais parlé de foot sur scène ce soir-là. Je crois que j'avais terminé en imitant j'imitais un commentateur espagnol et puis après j'imitais les commentateurs de la télé suisse. Et l'ironie a voulu que dans la salle il y avait un des mecs que j'imitais et il est méga sympa, puis il m'a dit que c'était super et qu'il m'a proposé de me faire passer des tests. J'ai fait des tests et je suis devenu commentateur quoi grâce à ça. Ah, génial. À la télé, ouais, c'était vraiment cool et puis j'ai vraiment aimé être commentateur. C'était un petit peu, je sais pas s'il y a un rêve, mais c'est un truc qui m'avait toujours tenté. Et j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé être commentateur. Et le mec en question qui m'a déniché et qui en plus de ça m'a offert un revenu à un moment où c'était très appréciable. Philippe Ducarreau, qui est un grand fan d'humour et qui entre-temps a ouvert sa salle de spectacle à Fribourg où je vais jouer en septembre. Je me réjouis. Ok, et tu commentais à quel niveau les matchs Moi, je commentais championnat espagnol, championnat italien, Bundesliga, quelques matchs européens, Europa League, Ligue des Champions. La classe. Ouais, c'était cool, c'était trop bien. Et puis j'ai fait un match du championnat suisse, mais moi dès le début je leur ai dit, ils m'ont demandé, parce que c'est en Suisse je dirais que les deux sports les plus populaires en termes de ce qui est suivi par les gens, c'est le foot et le hockey sur glace. Et je me demande même si en termes de public, les moyennes sont, en termes de spectateurs sur place, les moyennes sont pas plus élevées en hockey sur glace. Parce qu'on a un très très bon championnat de hockey sur glace à l'échelle mondiale. Ah, je savais pas du tout. Qui est un peu moins le cas au niveau foot. Et du coup, les mecs ils me demandaient, t'es chaud hockey sur glace? Et j'ai fait, ah non. J'ai jamais suivi ça de ma vie, j'y connais rien. Puis je leur ai dit pareil pour le championnat suisse. Je suis absolument pas le championnat suisse, et beaucoup moins à l'époque. Et une fois, il y avait vraiment personne, et j'ai dû dépanner, et en l'occurrence le championnat suisse, tu commentes pas en cabine, tu commentes sur place, quoi. Donc j'ai commenté une fois au stade, au Letzigrund à Zurich. C'était Zurich-Lucerne. Et ouais, c'est assez spécial de le faire dans le stade. C'est assez cool, j'avoue. À fond. Je crois que si je devais commenter un match en Belgique, je serais incapable de le faire parce que je ne connais rien au football belge, parce que je m'en fous un petit peu. Mais le football espagnol, le Bundesliga, le championnat anglais, ça serait tellement cool. Ouais, c'est charmé. Puis c'était cool, quoi, cette espèce de mission que t'as de... Peu importe ce qui se passe, faut que tu rendes ça intéressant et que tu rendes ça vivant, quoi. Et puis bon, en l'occurrence, il s'avère que souvent c'était déjà intéressant en tant que tel, donc c'était pas si compliqué que ça, mais c'était très agréable à faire en tout cas. Et après, du coup, t'as travaillé à la radio, comme tu l'expliquais tout à l'heure, sur Couleur 3, c'est ça? Ouais, entre autres, ouais, il y avait Couleur 3 et la première. Et t'as fait aussi tes premières expériences en télé, il me semble? Ouais, après il y avait, en fait, il y a un duo d'humoristes suisses qui sont... c'est un peu un des actes les plus gros de Suisse. C'est ils arrêtent pas de changer le nom de leur émission et de leur duo, mais en gros c'est les deux Vincent. C'est comme ça qu'ils sont connus en Suisse. C'est Vincent Veillon et Vincent Cuchol. Où Vincent Veillon fait un peu... En fait, à l'époque, ça a commencé à la radio, ça s'appelait 120 secondes. Et où en fait, Vincent Veillon, c'était l'animateur de l'émission, et donc il faisait un peu clown blanc, si tu veux. Et Vincent Cuchol, il venait, il faisait des personnages. Et ils sont devenus méga populaires à la radio. Et après, 120 secondes est devenu 26 minutes quand ils sont passés à la télé. Et quand ils ont commencé leur deuxième saison à la télé, ils se sont aperçus que c'était beaucoup de boulot et donc ils ont voulu incorporer un peu d'autres gens. Puis moi, j'ai eu la chance d'être le premier jeune qu'ils ont intégré. Et du coup, ouais, j'ai commencé à travailler un petit peu à la télé. Je faisais beaucoup, notamment des petits duplex. C'était des trucs du style, un truc par rapport à l'info. On disait, oh, il se passe telle chose en Angleterre, en direct de Londres, notre correspondant James Fearson. Et puis, je jouais des personnages sur fond vert. Ouais, j'ai regardé la vidéo hier qui m'a bien fait rire d'ailleurs. Quand je prépare le podcast, généralement je regarde un petit peu tout ce que je peux trouver. Et en fait, j'avais été étonné de te voir dans un personnage parce que je sais pas pourquoi. Moi, je t'avais un peu mis dans la catégorie stand-up et c'est tout. Et en fait, en
en faisant mes recherches, je vois que tu fais des personnages et tout, et j'étais là, ah, trop bien, il y a plus que ce que je croyais. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, il voyait bien ce que je voulais dire, et on a continué d'ailleurs de parler de cette vidéo que vous pouvez voir sur sa page Facebook, page que je vous invite à aimer, mais malheureusement ça n'enregistrait plus de son côté. Mais vous inquiétez pas, hein, on s'en est rendu compte assez vite, hein, pas du tout 40 minutes plus tard. Du coup, on a parlé de plein de choses, mais vous ne l'entendrez pas. On a parlé également de la web-série Biped que vous pouvez regarder sur YouTube. C'est une série où on filme des comportements humains et on le commente comme un documentaire animalier. C'est vraiment très drôle, je vous invite à aller voir ça. On a aussi parlé bien sûr du Jamel Comedy Club saison 9, à laquelle il a participé, vous pouvez voir son passage sur YouTube. Ah, c'était génial les anecdotes qu'il m'a dites, franchement vous avez manqué quelque chose. On a parlé de son premier festival de Montreux, disponible sur YouTube aussi, avec le titre Comment savoir si on est amoureux, des scènes qu'il a fait à l'étranger, en France, au Québec, en Suisse, à New York, à Madrid, et du coup qu'il a fait dans plusieurs langues. C'était vraiment très intéressant. Ouais, je suis le seul à en profiter, et c'est déjà ça. Et juste avant qu'on se rende compte que ça n'enregistrait pas, je lui posais la question que j'aime poser à chaque fois, dans chaque podcast, c'est de savoir quelle était sa pire scène. Et c'est là qu'on reprend l'enregistrement. Tu m'as demandé mes pires scènes. Les deux qui venaient spontanément à l'esprit, c'était une fois au Petit Palais des Glaces, devant très peu de gens, genre 13 personnes qui étaient éclatées dans une salle c'est-à-dire pas assis les uns avec les autres dans une salle de 110 personnes, dans des conditions un peu difficiles, mais auxquelles j'avais un petit peu l'habitude. Et donc, ça prend petit à petit, puis au bout de 20 minutes, il y a une nana qui se lève et qui se barre. Et moi, je parle un peu à tout le monde dans la salle, donc je lui ai dit, bah alors, Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Puis elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est pas ça la joie de vivre. Et elle avait pas complètement tort, mais manifestement tout ce que la vie lui avait donné en perspicacité, elle lui avait repris en second degré. Et puis après, donc forcément ça crée une petite scène sur le moment, ça crée un malaise, mais un peu un moment à récupérer les gens, mais je les récupère et puis ça se passe bien. Et puis en fin de spectacle, à ce moment-là, j'évoquais les attentats. Et quand j'ai commencé à évoquer les attentats, il y a une autre jeune femme dans le public qui a pris la parole et qui m'a dit arrête, parce que si tu continues, moi aussi je me lève. Et là j'étais là, bon bah j'étais en train d'expliquer aux gens, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Hein, je vais clairement jamais oublier cette soirée, je sais pas vous, parce que manifestement c'était quelqu'un qui les avait vécus de très près. Et puis ouais, c'était un peu une fin un peu folle, mais du coup sur le moment j'avais un peu fait l'effort j'ai changé ma fin de spectacle carrément, parce qu'on était tellement peu et tout que, enfin bref. Et ça s'est quand même bien passé pour la fin, je veux dire. À peu près, ouais, je crois, mais je crois que il y a eu quand même des gros moments de malaise. Et puis après il y a des mecs même qui m'ont écrit longtemps après pour me dire mec, j'étais là le soir où c'est trop parti en couille et tout, et c'était pour te dire que c'était quand même chambé et que c'était anthropologiquement très intéressant de te voir dans la merde comme ça, tu vois. Donc c'était assez marrant, mais donc ouais, ça c'était un peu spécial. Puis après en plus de ça, la personne en question m'a contacté, et puis il y a eu certains échanges et menaces même par rapport à ça, mais plus rien depuis. Et puis il y a eu une autre fois qui est visionnable sur YouTube d'ailleurs, où j'avais fait plusieurs soirées sur le thème du foot avec Canal+, et parce que j'ai un spectacle donc qui est sur ce thème, et Canal+ m'a appelé pour un jour remplacer Julien Cazard dans l'émission J+1 parce qu'il était pas là. J'ai fait une chronique, c'était des blagues extraites du spectacle foot, donc des blagues qui en temps normal fonctionnent, mais en fait l'erreur qui a été faite ce jour-là, c'est que personne n'a prévenu le public que Julien Cazard ne serait pas là, et donc il y avait vraiment le truc de les gens venaient clairement pour le voir lui. C'est une chose, mais personne les a prévenus, donc ça faisait 3 heures qu'ils étaient là dans un studio où il fait chaud, ils attendent qu'une chose, c'est la fin de l'émission où il y a Julien Cazard, et là tout d'un coup le mec fait et finalement c'est pas Julien Cazard, c'est Charles Nouveau. Et puis là j'ai vraiment vu en arrivant sur le plateau que vraiment dans le body language des gens, tu sais qu'ils étaient vraiment trop, putain vous êtes sérieux, c'est qui ce mec, tu vois. Dès la première seconde, rejet total. Et donc quand tu mates cette chronique, bah c'est moi qui fais des blagues sur le foot et personne rigole, quoi. Quand tu regardes les commentaires sur YouTube, t'as la moitié des gens qui disent putain mais pourquoi les gens rigolent pas, c'est marrant, tu vois, et l'autre moitié qui m'insulte. Donc
ouais, c'était spécial. Comment tu deals avec ça, avec les commentaires Facebook? Est-ce que c'est quelque chose qui t'atteint ou pas trop? Tu t'as appris à vivre avec? Maintenant, en fait, je les lis pas trop. Ce qu'il faut faire, je pense, parce que même si la plupart sont bienveillants et positifs, hein, et de temps en temps, je les regarde et c'est hyper cool de voir que les gens aiment ce que tu fais et de se sentir encouragé, mais c'est pas non plus. Disons que j'ai pas envie que les commentaires sur internet affectent ni en bien ni en mal ce que je fais sur scène, donc c'est pas très utile. Et puis ouais, quand ils sont négatifs, c'est surtout cet épisode avec Khazar qui par ailleurs est un mec très sympa et qui m'aime bien et qui a toujours été méga sympa avec moi. D'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois que j'ai rencontré Julien Khazar, c'était pas sur une scène ou quoi que ce soit, c'était sur une terrasse. Quand je suis allé lui dire bonjour, je lui ai renversé son verre de vin rouge sur le pantalon sans faire exprès. Oh putain. Et donc c'était une très belle entrée en matière, et le mec il s'est pas du tout, enfin il était méga chill dès le début quoi, et ça m'avait été non, on s'en fout et tout machin, et puis et ça m'avait marqué comme waouh, c'est vraiment un mec très sympa quoi. Mais qu'est-ce qu'on disait, pardon, et comment tu gères? Ah oui, non, c'est vraiment cet épisode là de J+1 où pour la première fois où il y avait des mecs qui activement cherchaient mes comptes de réseaux sociaux pour m'envoyer des insultes, tu vois. Et ça m'était jamais arrivé avant, et c'était un peu ouais, ça m'avait un peu affecté sur le moment. Tu sais, même après, si tu prends du recul, quand tu relativises, c'est ridicule, tu vois. Tu te dis, mais attends, mais c'est qui ce mec qui a pris 7 minutes dans sa journée pour aller me dire que je suis un connard? Tu sais, genre, elle est triste, ta vie, si t'as consacré autant de clics à ça, tu vois. Mais quand bien même tu relativises, t'es quand même un être humain, tu vois. Donc c'est pas agréable de se faire insulter, mais maintenant, ça m'affecte moins, et puis je fais plus trop attention. Après, t'as des tarés comme Thomas Wiesel qui lisent tous les trucs et qui répond à chaque commentaire. J'ai pas cette patience. Alors surtout que Thomas, il a un paquet de haters. Je veux dire, après, il le cherche dans le sens où il attaque des sujets où il sait qu'il va avoir une réaction comme celle-là. Non, mais lui, ça le nourrit. Il aime ça. Mais sur son Instagram, d'ailleurs, il est très 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 drôle avec ça, je trouve, mais c'est vrai que ça doit lui prendre un temps et une énergie folle de répondre à tout le monde, quoi. Ouais, grave. Pour revenir un peu à ta carrière dans la suite, en 2017, tu crées Le Petit Débat, donc une web-série où tu débats avec tes 3 neveux, il me semble. Ouais, 3 de mes neveux, parce que maintenant ils sont beaucoup plus nombreux, mais ouais, les 3 premiers. Mais j'ai découvert ça hier soir, franchement, en faisant mes recherches aussi. Ouais, j'ai adoré. Franchement, je l'ai montré à ma copine ce matin aussi. Donc, tu débats avec trois enfants, donc de sujets de société comme le féminisme, comme Donald Trump, comme la fraude fiscale. Et c'est excessivement drôle, les réactions des enfants et le personnage en décalage que tu as, qui est très sérieux, comme si c'était un vrai débat. Et le décalage des deux fait quelque chose de très drôle, je trouve. Mais ouais, moi c'est un truc. Enfin, déjà les enfants m'amusent beaucoup. Puis j'étais entraîneur de foot et tout. Puis j'ai plein de neveux et tout. Puis je trouve que les enfants sont très drôles parce qu'ils sont hyper sincères, ils ont pas de filtre, etc. En plus d'avoir un bon fond. Fondamentalement, les enfants sont pas intolérants, ils sont pas méchants et tout. Enfin, ils peuvent l'être, mais ça a été donné par quelqu'un d'autre. Et ouais, donc et moi ça m'a toujours beaucoup amusé de parler à mes neveux ou aux enfants de manière générale. J'ai toujours trouvé ça très drôle de leur parler comme si c'était des adultes, tu vois. Et puis du coup, j'avais l'idée de faire ce truc et on en a fait quelques-uns. Ça devait être sur Canal+ à un moment donné. Ça ne s'est pas fait, c'était une de mes grandes désillusions professionnelles à l'époque, parce que j'avais fait le premier, c'était celui sur la fraude fiscale. Quand je l'ai envoyé à Canal+, m'ont dit OK, rendez-vous demain. Ah, trop bien. Et puis ouais, on avait tourné des épisodes et tout, puis après au final ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et j'avais décidé du coup d'en faire quelques-uns dans mon coin, et on en a fait quelques-uns dont certains ont eu un mini succès sur les réseaux sociaux. C'était très cool à faire. En plus, c'est marrant, quoi. C'est pas des enfants que je ne connais pas, c'est mes neveux. Donc c'était assez marrant de faire ça avec eux. Ils sont très drôles, je trouve, dedans. À fond. Il y a des réponses qui sont tellement drôles, enfin des réactions complètement inattendues. Enfin les trois m'ont fait rire à un moment donné dans certaines vidéos, vraiment, tu sais, un vrai rire naturel où tu dois faire pause pour écouter la suite, quoi. Ouais, non, ils sont incroyables. Mais moi, en fait, la première fois, j'ai voulu faire ça à l'arrache à l'iPhone tout seul. Et ça donnait trop mal, tu vois, en termes de format. Donc après, j'ai dit, OK, il faut que je prenne des gens, faut que je prenne une équipe, tu vois.
pour le faire bien. Mais le premier que j'avais fait, qui donc n'est jamais sorti, c'était je voulais faire sur le mariage homosexuel. Et du coup, c'était marrant parce que, tu vois, donc d'abord, je dis, ok, qui sait ce que c'est l'homosexualité? Et donc, ils voyaient pas trop et tout. Et donc, je dois d'abord, parce qu'en fait, c'est comme ça à chaque fois, tu vois, que je faisais les petits débats. C'est d'abord, je discute avec eux. Mais je filme tout le long, tu vois, mais j'explique certains concepts pour qu'ils aient des trucs un peu en tête, qu'ils comprennent de quoi on va parler. Et puis après on parle, on laisse libre cours au truc et j'essaye d'orienter un petit peu vers où on va, de quoi on parle, mais ça peut aller dans tous les sens. Et puis après, moi, je m'enregistre en faisant des questions et après au montage, on essaye de construire un mini débat, tu vois. C'est un bordel à fabriquer, mais bon, c'était quand même assez marrant. Et puis ouais, à ce moment-là, quand on avait fait le mariage homosexuel, donc je demande qui sait ce que c'est l'homosexualité, ils voyaient pas trop, donc j'ai dit c'est quand un monsieur il est amoureux d'un monsieur ou une dame est amoureuse d'une dame. Et puis là ils me font ah, comme Hans et Willem. Et genre c'est des amis de leurs parents, tu sais, qui c'était un couple gay. Et ah ouais, je connais, t'inquiète. Et après, c'est genre, donc du coup, après, j'explique, ok, qui peut expliquer ce que c'est le mariage? Et là, l'aîné, Johan, il lève la main, il fait, moi, le mariage, c'est quand deux personnes, elles s'aiment beaucoup, alors elles ont le même compte en banque. et tu vois, c'est des trucs, tu peux pas les inventer, tu vois. Il y a des gens qui pensent que c'est scripté, le petit débat, mais c'est pas possible, parce que déjà, tu pourrais pas inventer des trucs comme ça. Et en plus de ça, c'est pas des acteurs, tu vois, c'est des enfants. Donc, quand ils font semblant, ça se voit 1000 kills. Donc voilà, ça se fait vraiment avec spontanéité. Et ce qui était très chou dans le truc du mariage homosexuel qui sortira jamais, et puis j'ai plus ces images, c'est que donc une fois que j'avais tous ces concepts qui étaient posés et qu'on voyait de quoi on allait parler, et j'expliquais en Suisse les personnes homosexuelles, elles peuvent pas se marier. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le petit débat ça pouvait être ouf, parce que c'était dingue. J'étais en face de mes 3 neveux et les 3 ils se décomposent, tu sais, ils me regardent genre quoi, genre avec incompréhension totale, tu vois, dans leur visage, et ils me font mais c'est juste des gens qui s'aiment, et tu vois, et genre ils faisaient des remarques comme ça, et j'étais là waouh, c'est fou quoi. Quand tu parles de ces trucs là avec les enfants, ce qui est capable d'en ressortir, ils étaient hyper choux, et puis voilà, donc on a voulu en faire d'autres. À fond, mais j'ai vraiment adoré le concept, alors que si tu me dis au départ un truc de vidéo avec des enfants, j'ai pas plus que ça envie de le regarder. Et j'ai vraiment adoré, ça m'a vraiment bien fait rire, et j'étais déçu dans le sens que j'en voulais plus, tu vois, je voulais plus d'épisodes. Ouais, bah écoutez, s'il y a une chaîne qui veut me payer pour les faire, je le ferai, mais j'arrête de dépenser mon argent pour le faire. Mais comme ce podcast est toujours écouté par des grands producteurs riches, j'ai cru comprendre, et des psychanalystes. C'est ça, tu as bien écouté le podcast avec Virginie. Donc les psychanalystes sont pas trop utiles pour ton projet, mais les producteurs influents ont refait appel à vous. Si vous voulez financer le petit débat, c'est le moment. Sinon, on va vous le prendre. Donc allez. Franchement, si il y a un producteur qui te contacte, je serais tellement content. Moi aussi. Faudrait faire avec d'autres enfants. Mes neveux, ils grandissent. Tu sais, des fois ils me font mais quand est-ce qu'on refait un petit débat? Et je leur dis mais vous n'êtes plus chou en fait. C'est fini. Non mais ils étaient contents. C'était marrant parce que rétrospectivement ils adorent se regarder dans les vidéos, et puis ils voient que ça fait marrer les adultes et tout, donc ils trouvent ça cool. Mais sur le moment c'est horrible pour eux en vrai, parce que tu sais, le niveau d'attention d'un enfant, quand il faut rester assis, il faut être concentré, il faut parler de tel truc, il faut pas qu'il bouge, il faut pas qu'il fasse de bruit, taper dans la table parce qu'il y a le micro et tout machin. C'est affreux, tu vois. Pour moi, la concentration d'un enfant, on dirait la barre d'oxygène dans Tomb Raider, tu sais. Je sais pas si tu jouais sur PlayStation. Oui, je vois. Tu vois le truc qui fond à vue d'œil. Donc c'était complexe, mais c'est une belle expérience, c'était cool. Mais le rendu est top, donc je vous conseille à tout le monde d'aller voir ça sur YouTube, donc le petit débat, allez voir ça, c'est vraiment très très bon. Après en 2018, c'est là que tu lances ton premier one-man show, donc tu l'as dit tout à l'heure, qui s'appelle Joie de vivre, qui est d'ailleurs récompensé par le prix SACD du Festival d'humour de Paris. Ouais, enfin c'est pas le spectacle qui a eu ce prix, c'est moi. Non mais enfin c'est-à-dire parce que c'était dans le cadre il y a eu 2 prix qui ont été, c'était la soirée Jeunes Talents, si tu veux, du Festival d'humour de Paris. Il y a 2 prix
qui ont été décernés. Jimo a gagné tout simplement le prix du FUP, et puis il y avait un deuxième prix qui était donné par la Société des auteurs pour entre guillemets la meilleure écriture. Donc je suis très honoré de l'avoir eu. Mais donc ton spectacle Joie de vivre, de quoi parle le spectacle en général? C'est quoi les gros thèmes que tu abordes? Avant c'était très axé sur la joie et son contraire, bien sûr, tu vois, le mal-être et tout. Et puis maintenant, ça parle un petit peu parce que ça a beaucoup évolué entre temps, mais ça parle un petit peu de tout. Et puis la photo, quoi, ça parle de moi et de ma vie, beaucoup. À travers des thématiques et des choses qui parlent à tout le monde. Mais ça parle beaucoup d'égocentrisme, d'hypocrisie. Ouais, voilà. J'ai un peu du mal à te le décrire. Faudrait que tu lises le résumé que j'en ai fait, qui est au dos du flyer. C'est un spectacle un peu général, entre guillemets, tu vois. Il y a des blagues un peu sur tout. Mais je suis content de comment c'est en train d'évoluer parce qu'il a beaucoup... je l'ai pas mal retravaillé pendant cet été et je l'ai rejoué avant-hier. Et je suis très content de la forme que c'est en train de prendre et je me réjouis vraiment de recommencer en septembre, si on a le droit, à Paris, au Théâtre du Marais, avec ce spectacle qui, je pense, n'a jamais été aussi fort. Donc je me réjouis de voir ce que ça donne. Ah moi j'ai hâte de pouvoir le voir. J'ai pas eu l'occasion encore, mais c'est dans les spectacles que je veux voir. Il paraît que c'est très bien. Alors il faut que j'aille le voir. Mais dans le podcast que tu as fait avec Fanny Ruet, donc Les gens qui doutent, que tu as fait en octobre 2019, tu disais qu'il y avait des parties qui étaient un peu plus sombres, qui allaient tomber. Est-ce que finalement c'est le cas ou... Ouais, c'est le cas, ouais. Là, j'arrête, par exemple, je crois que c'était la dernière fois avant-hier que je faisais des blagues sur le suicide, par exemple. Plus trop dans mon état d'esprit, donc. Puis bon, au fur et à mesure, tu crées des nouvelles choses qui sont meilleures que les antérieures aussi, donc il y a un tri qui se fait. Donc voilà, mais c'est cohérent de plus trop les avoir ces choses-là. J'espère qu'il n'y avait pas des vannes exceptionnelles que tu as retirées. Non, mais là où je suis un peu un connard, mais d'ailleurs ça m'a été reproché par Thomas il y a quelques jours, c'est que j'enlève des passages puis après j'en fais rien. Peut-être qu'il faut que je replonge dans les trucs que j'ai enlevés et que j'en fasse des petits passages pour internet, tu vois, pour faire du teasing, pour pas que ça tombe aux oubliettes. Non, mais de toute manière, le produit final en bénéficie. Donc c'est pas une mauvaise chose. Non, mais je dis ça parce que des fois quand tu vas voir un spectacle, il y a des vannes comme ça où t'es vraiment attaché à cette blague et t'as envie qu'on n'y touche plus jamais. Je sais pas si tu as ça, mais moi ça m'arrive d'aller voir des humoristes et de leur dire cette vanne là, n'y touche pas, elle est parfaite. Ouais. Et mais en même temps, c'est bizarre parce que à mesure que t'avances, moi je me rappelle de vannes où j'étais là, mon Dieu, mais je suis tellement fier de cette vanne et tout. Où sur le moment t'as l'impression, mais c'est vraiment au panthéon de ce que j'ai fait. Et puis 2 ans plus tard, tu regardes cette vanne et t'es là, ça va, parce qu'entre temps parce que t'as grandi, t'as mûri, t'as gagné en expérience, t'as gagné en skill, et puis a priori tu t'es amélioré, quoi, donc tu fais des choses mieux. C'est généralement bon signe de voir que ce que t'as fait il y a plusieurs années, t'en es plus si fier que ça veut dire que t'as progressé en soi. Ouais, ça serait un peu alarmant, même si après j'ai quelques vannes qui sont d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a des vannes que j'ai fait ce soir, le premier soir là où c'était filmé, il y avait le commentateur de foot dans la salle et tout machin, truc qui a pas fait rire mon père, que je fais encore. Donc des vannes que j'ai faites la toute première fois que je suis monté sur scène et je les fais encore. Et il y a notamment les trucs sur le foot qui sont aujourd'hui dans le spectacle foot. Ok, donc le spectacle qui s'appelle Hors-jeu, donc j'allais en parler juste après. Ouais, Hors-jeu qui devait se jouer pendant cet été, beaucoup pendant l'Euro. Il y a 1 ou 2 dates qui ont été maintenues, mais le gros du truc, l'année prochaine, pendant l'Euro, il y aura du hors-jeu. Un peu partout. Mais la particularité de ce spectacle, parce que j'imagine que les gens qui aiment pas le foot, qui nous écoutent, se disent oh non, rien à branler, mais j'ai vraiment écrit ce spectacle pour les gens qui... c'est un peu sa particularité, c'est que c'est fait pour faire marrer les gens qui aiment le foot et les gens qui aiment pas ça. Parce que j'étais parti du principe que t'aimes ou non le foot, que tu le suives ou pas, c'est impossible. C'est tellement omniprésent autour de toi, malgré toi, que tu peux pas y être indifférent. Et t'en as suffisamment bouffé malgré toi pour pouvoir en rire. Donc il y a pas beaucoup de... C'est pas très technique,
Tu vois, dans ce que j'aborde, il y a très peu de noms propres, par exemple, dans mon spectacle. Et du coup, tout le monde arrive à suivre et puis ça fait marrer tout le monde parce que parce qu'en gros, je chie sur le foot pendant 1 heure. Donc, si t'aimes pas le foot, ça te parle beaucoup. Et si t'aimes le foot, ça te parle quand même parce que je suis en train de me moquer de ce que t'aimes. Donc, qui aime bien châtie bien. Mais est-ce que l'objectif est atteint? Tu as des retours de gens qui te disent ah, moi je déteste le foot et ton spectacle, j'ai vraiment bien aimé ou... Oui, c'est ça qui est génial aussi, c'est que tu vois dans le public, je demande toujours au début qui aime le foot, qui aime pas le foot et tout, puis je parle avec les gens et je vérifie toujours à la fin auprès des gens qui aiment pas le foot. Non, ça fonctionne bien. Puis je l'ai joué un petit peu en tournée, je l'ai joué dans plein d'endroits. C'est une belle surprise ce spectacle de ce point de vue-là. Pour donner une idée, à Rochefort, en Belgique, j'ai joué ce spectacle et j'ai gagné, je sais plus combien de prix, mais j'ai gagné pas mal de prix pendant le festival en jouant hors jeu. Ok, félicitations, un petit peu en retard. Ah non, c'est gentil. Non, mais c'était juste pour illustrer le fait que, parce que en plus c'était des prix qui étaient donnés par des programmateurs de salles, par des gens comme ça, par beaucoup de gens qui en l'occurrence n'aiment pas le foot, tu vois. Donc ouais, c'est cool. Je suis content d'avoir entre guillemets réussi un petit peu ce pari-là et puis de pouvoir continuer à le jouer ponctuellement. Avant je le jouais beaucoup plus, mais maintenant on a décidé qu'on le faisait vraiment que pendant les périodes enfin voilà quoi, Euro, Coupe du Monde, des trucs où c'est vraiment dans l'actualité. C'est un spectacle qui est très agréable à jouer, puis c'est encore une fois, tu vois, c'est cool. J'aime bien pouvoir jouer plusieurs spectacles différents, comme ça tu t'ennuies pas. Mais je trouve ça déjà chouette que quelqu'un qui aime autant le foot que toi arrive à pouvoir être critique dessus. Je trouve rien que ça, je trouve ça déjà chouette de départ. Ah, mais parce que c'est de la merde, le foot. À tellement de points de vue. Moi, je dis toujours, le seul endroit où tu trouves plus d'abrutis que sur un terrain de foot, c'est autour d'un terrain de foot. Mais je fais partie de ces abrutis. Donc, c'est un sport un peu magique qui est bourré de défauts et en même temps qui est peut-être la chose qui est la plus capable de rassembler des gens au monde. Donc c'est assez dingue. Vous en avez parlé assez longuement, c'est dans le café Holocet que t'as fait aussi, vous avez parlé beaucoup de foot. Ah ouais, parce que Louis il aime beaucoup Louis Dubourg qui fait un café Holocet, il aime beaucoup le foot, puis donc de temps en temps on en parle volontiers. Ça a été le cas dans son podcast. Mais je pense que les fans de foot pourront écouter avec plaisir ce podcast-là parce qu'ils pourront partager l'enthousiasme de Louis Dubourg là-dessus. Et si vous êtes fan de Zidane, vous pouvez aller parler avec Louis Dubourg. Je pense que vous allez trouver un ami. J'étais impressionné à ce niveau-là. Ouais, Louis voue un culte assez prononcé à Zinedine Zidane, c'est vrai. Le foot, j'aime vraiment bien, mais pas tant que ça. Et après, quand c'est genre un match de la Belgique, je sais pas ce qui se passe. Je deviens une autre personne complètement tarée. J'ai une extinction de voix le lendemain, tellement j'ai hurlé toute la soirée. Surtout après le dernier mondial où ça s'est très bien passé. J'adore ça. J'adore rencontrer des gens qui... Enfin là c'est pas ton cas exactement a priori, mais des gens qui s'en branlent vraiment, mais tout d'un coup leur équipe nationale joue en Coupe du Monde et ils sont vraiment à fond. Et moi je vois pas ça comme de l'hypocrisie ou d'un truc dont je me moque. Au contraire, je trouve ça trop cool que tout d'un coup c'est trop drôle de voir des gens qui comprennent même pas complètement les règles et qui sont là ouais, il a le droit là de faire ça. C'est genre, mais parce que genre c'est mon pays qui joue, tu vois, t'es investi. Donc ouais c'est génial. C'est des jolis moments. Mais moi, je suis un fan modéré. Je veux dire que je vais regarder tout ce qui est Champions League avec beaucoup de plaisir. Mais si je manque le match, je vais regarder les résumés et c'est très bien. Par contre, quand c'est Coupe du Monde, Coupe d'Europe, c'est la folie. Et l'ambiance Enfin, chez nous, il y a les grands places, les matchs sont diffusés sur les écrans géants, c'est une ambiance, mais je conseille à toute personne sur Terre d'aller voir un match de la Belgique au niveau ambiance sur les places. Je sais pas si c'est pareil partout, mais... C'est génial. Puis après, en plus, ouais, c'est trop cool, quoi, de sentir que c'est particulier les Coupes du Monde, les Euros et tout, quand ton équipe nationale joue, parce que justement, c'est plus que les fans pointus, c'est vraiment tout le monde. T'es vraiment entouré c'est tes compatriotes, quoi. T'es avec tout le monde. T'es avec des gens de toutes les classes sociales, de toutes les origines ethniques, de tous les âges différents. Et vous êtes derrière la même équipe, quoi. C'est hyper beau et hyper agréable comme moment.
Et moi, je me suis un peu calmé. Hein. Je suis pas autant. Avant, j'étais vraiment un geek quand j'étais ado et début de l'âge adulte. Puis après, notamment après être passé par l'UEFA, c'était un moment où genre je coachais 4 fois par semaine. Moi, je jouais genre 6-8 fois par semaine. Après, à l'UEFA, en plus, tu travaillais dans le foot. Pendant les pauses, les gens, ils te parlaient de foot. Donc, j'ai fait un peu une overdose, puis j'ai un peu arrêté. Je me suis un peu calmé. Et là, depuis quelques années, ça m'a un peu repris. Mais ce que je suis très assidûment, c'est les matchs du Barça, justement. Il m'arrive même d'annuler des scènes, ou en tout cas de refuser des scènes. C'est genre, vendredi 20h? Non, c'est mort, je peux pas. Parce que c'est noté dans mon calendrier, tous les matchs du Barça sont notés et je vais les voir. Et quand je peux pas, parce qu'il y a un truc qui fait que je peux pas le voir, ça m'emmerde. Et des fois, je tente même, moi j'ai tenté, là, vendredi, j'ai fait, mais on peut pas jouer 1 heure avant, et non, c'était pas possible. Mais Donc les producteurs influents qu'on appelait tout à l'heure, vous pouvez engager Charles, mais faites attention que ça coïncide avec le programme du Barça. je vous demanderai de vous renseigner au préalable par rapport au calendrier. Je vois le temps qui passe. Est-ce que tu as encore le temps ou tu préfères que j'aille vers la fin parce que j'ai encore pas mal de choses à te demander? Non, vas-y. Faut juste que, allez, dans un quart d'heure, on arrête. Je suis désolé. Je préfère demander parce que j'ai mis pas mal de gens en retard avec le podcast parce que je suis trop enthousiaste et du coup, je préfère demander. Non, mais c'est cool. C'est sympa. Moi, je continuerai volontiers, mais je ne rechigne jamais face à l'opportunité de raconter ma vie. Mais Alors comme ça, je sais et je peux plus adapter par rapport à ce que je vais te demander. Ça marche. Qu'est-ce que t'aimes le moins dans le fait de faire du stand-up? Le truc le plus frustrant du stand-up, je dirais que c'est... Mais en fait, j'aurais la même frustration dans un autre corps de métier, en fait. C'est un peu un éternel insatisfait. Puis c'est un truc sur lequel il faut que je bosse en parallèle. Et je pense pas assez souvent à ce que j'ai obtenu ou ce que j'ai. Et j'ai plutôt tendance à me focus sur ce que je n'ai pas encore. Et sinon... Ouais, j'aime pas trop la tournée. C'est le fait de tout un coup, tu dois faire 3 jours là-bas, 3 jours ici, t'es pas chez toi, t'es tout seul, tu connais pas les gens, tu vois. Des fois, c'est un peu solitaire. Mais après, la partie où je suis sur scène devant des gens, ça, c'est le méga kiff. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le fait de faire du stand-up? Le côté plus création, le côté sur scène, le côté... Ouais, c'est la scène. Je dirais, je saurais pas trop comment le décrire, mais c'est une sensation incroyable de faire rire des gens avec tes réflexions, quoi, avec ta manière de penser et de voir que ça connecte chez les autres, que t'as généré du rire, que tu leur as fait passer une bonne soirée. C'est assez ouf, quoi. Puis moi, je t'ai dit, la chose que j'aime le plus au monde, c'est rire, même plus que faire rire. Par la force des choses, je pense que t'as plutôt tendance à jouer des choses qui te font marrer. Même si moi, après, je l'exprime pas, je suis pas dans l'autocongratulation, je suis pas en train de rigoler de mes blagues sur scène, mais ouais, voilà, la scène, quoi. C'est génial. Ah ben je comprends tout à fait. La première fois où tu joues et que t'as des gens qui rient, mais c'est une impression, c'est inexplicable, c'est inexplicable. Je sais pas pourquoi j'ai continué cette phrase, puisqu'elle est inexplicable. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour la suite de ma carrière? Je sais pas, peut-être d'être moins anxieux, et puis peut-être que les gens s'aperçoivent que je suis marrant. Parce que les gens ne sont pas au courant pour l'instant. Et faut qu'on trouve le moyen de le communiquer. Je suis pas un très bon communicant. J'espère que le podcast sera une petite pierre qui va aider à ça. Sans aucun doute. C'est vraiment un objectif, c'est de faire découvrir des talents que je ne comprends pas, que le monde entier ne connaît pas. Écoute, je te remercie. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. À la fin du podcast, tu le sais, j'aime bien faire, c'est l'interview name dropping. Donc ici, je vais te demander de me citer à chaque fois un ou une humoriste, que ce soit belge, québécois, américain, peu importe l'origine, l'horizon, le style. Mais à chaque fois, tu dois m'en donner un ou une. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Yacine Bellous. Il a été cité, je crois, 4 ou 5 fois. Tu vois, comme quoi c'est pas anodin. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Putain, je sais pas. Peut-être Louis C.K. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre à c'est qui les humoristes que t'aimes le plus, plutôt que c'est qui ceux qui t'inspirent, parce que je saurais pas exactement... Je sais pas dans quelle mesure ça m'inspire, en quoi ça influence mon travail, je saurais pas trop comment te le dire.
Mais ouais, à mon avis, si je creusais un peu là-dedans, Louis C.K. c'est indéniablement, c'est probablement un de ceux qui m'a le plus influencé. Je peux comprendre, Louis C.K. est assez exceptionnel. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, donc quelqu'un que tu t'es dit waouh, c'est super fort, une découverte quoi. Dans les stand-up de Netflix, dans la série The Stand-Ups, tu sais, où genre, il fait des passages de 20 minutes, des trucs comme ça, ça remonte un petit peu peut-être maintenant, mais il y en avait une qui pour moi est méga sortie du lot. Je sais plus si c'était dans The Stand-Ups ou The Degenerates. Lisa Traeger, très très marrante. Dans son passage, elle fait une blague qui pour moi c'est peut-être la meilleure vanne que j'ai entendue en 2019. Je crois que c'était en 2019. Et puis c'est prévu, elle va avoir son special Netflix à elle là, prochainement. Ah non, et une autre aussi qui a eu son special après, Taylor Tomlinson. C'est une meuf de genre elle a 25 ans, je crois, 26 ans. Très très forte. J'ai hâte d'aller voir. L'humoriste qui pour toi a la plus belle plume, celui qui écrit le mieux. Allez, je vais faire plaisir à tes auditeurs, mais j'ai du mal à en sélectionner un, mais Guillermo Guise, j'aime beaucoup. Ben, c'est marrant que tu dises je vais faire plaisir à tes auditeurs parce que je suis plus suivi par des Français que par des Belges. Bon, bah, lui aussi, je pense. Mais Oui. mais ouais, j'aime beaucoup Guillermo. Ben, je comprends aussi. Celui qui pour toi est le meilleur interprète. Bah, il est pas connu en France, mais Blaise Bersinger. C'est un Suisse, il fait de l'humour très absurde. C'est un peu un génie de l'absurde, et puis c'est un improvisateur très connu en Suisse aussi. Mais ouais, il fait des trucs très absurdes et il est très bon dans le... Parce que pour moi, l'interprétation, c'est avant tout de l'observation, tu vois. Ça témoigne de... Les gens qui sont des bons interprètes, pour moi, c'est des gens qui sont très perspicaces. Et je pense que lui, il est très juste là-dedans. Bah cool, tu m'as donné plusieurs noms que je ne connaissais pas, donc ça va faire des petites recherches post-podcast. Si tu veux aller voir, de l'époque Caracattac, il y a un sketch où c'est Blaise et moi, où on fait des commentateurs de foot. On fait la différence entre les commentateurs suisses et les commentateurs français. Ouais, ah bah j'irai voir ça. il est pas mal celui-là. À la toute fin, je te demande cette fois-ci, c'est de choisir entre deux humoristes. Celui qui te fait le plus rire entre les deux, donc c'est tout à fait subjectif. Je le dis à chaque fois, mais ça évite peut-être des problèmes après. Toutes les personnes qui sont citées sont des gens qui ont un talent incroyable et ils ne peuvent pas t'en vouloir parce que c'est juste la personne qui te fait le plus rire. Tu peux justifier si tu veux ou ne pas le faire, c'est comme tu préfères, mais tu dois choisir. Premier choix, on commence sur un choix, je pense compliqué, mais je crois connaître la réponse, entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Oh la vache. Bah, je pense que, et ça date d'avant Netflix, Dave Chappelle, je pense. Je sais pas, je suis tombé amoureux de ce mec la première fois que je l'ai vu sur YouTube. Je les adore les deux, hein, mais j'ai un peu envie de partir en connard, d'être là. I'm sorry Louis if you're listening. Ouais. Entre Anthony Jeselnik et Patton Oswalt. Anthony Jeselnik. Même si j'ai beaucoup moins aimé le dernier spectacle que le précédent. Entre Bill Burr et Chris Rock. Bill Burr. Entre Haroun et Farid. Haroun. Entre Yacine Bellous et Alexandre Kominek. Oh putain, c'est dur. Mais Alexandre Kominek, c'est un ami et je le vois et il me fait beaucoup rire dans la vie aussi, donc je dirais Kominek. Entre Marina Rollman et Thomas Wiesel. Marina Rollman. Et ça me dérange pas que Thomas m'en veuille là-dessus. Ok. Bien fait pour ta gueule. Ça marche. Surtout qu'en plus tu dois répondre rapidement donc tu peux pas justifier. Vas-y. Entre Guillermo Guise et Fanny Ruet. Guillermo Guise. Entre Olivier de Benoît et Mathieu Madénian. Mathieu Madénian, mais pour rendre justice à Olivier de Benoît, c'est surtout parce que je connais très très peu son travail. Enfin, c'est surtout, je sais pas, Mathieu Madénian est rigolo, hein, mais en l'occurrence, je connais pas trop le travail d'Olivier de Benoît. Avec qui j'ai une photo sur Instagram où on fait le geste du Wu-Tang, parce que quand je l'ai vu, c'était une émission de Patrick Sébastien. Je lui ai dit, ouais, on t'a déjà dit que t'avais les mêmes initiales que... Il me fait, oui, Old Dirty Bastard! Parce que pour moi, ODB, c'est Old Dirty Bastard, c'est du Wu-Tang Clan. C'est du rap old school des 90s. Et donc, voilà, j'ai une photo où on fait le signe du Wu-Tang sur Instagram avec Olivier de Benoît. Bah, c'est pour ça qu'il est dans la sélection, d'ailleurs, Olivier de Benoît, parce que j'ai vu une photo de lui sur ton Instagram. Ok. C'est pour ça. Entre Émeric Lompré et Monsieur Fraise. Émeric Lompré.
Et tout dernier choix entre Blanche Gardin et Tania Dutel. Blanche Gardin. Ok, voilà. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Mais merci à toi et je suis navré pour les problèmes techniques. J'espère qu'on n'aura pas trop perdu de trucs. J'espère aussi. Mais c'est très sympa. Merci Régis. Merci de t'intéresser à mes choses. Mais avec grand plaisir. En plus, comme je te dis, j'ai découvert plein de trucs hier soir que je ne connaissais pas que tu avais fait. Et j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu. Donc je pense que je t'apprécie plus qu'avant-hier. Ah bah cool. Moi aussi je t'apprécie plus qu'avant-hier. Merci beaucoup. Merci à toi mec. Salut. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.